Bienvenue sur la chaîne. Rose.1988. Likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les histoires intéressantes. Ma belle-mère m'a fait vivre un enfer pendant des années. Elle a abandonné mon père lorsqu'il a appris qu'il avait un cancer. Mes parents ont divorcé alors que je n'avais que 6 ans. Ils se disputaient en permanence, visiblement malheureux dans leur mariage, et ils déversaient leur frustration l'un sur l'autre. Bien qu'ils ne soient jamais allés jusqu'à la violence physique, leurs cris incessants et leurs insultes m'ont profondément marqué. Mon seul refuge, c'était l'école. Là-bas, je pouvais observer les autres enfants discuter joyeusement de leur quotidien, pendant que je redoutais chaque retour à la maison. Ma mère, femme au foyer, passait son temps à se plaindre de sa vie. Après avoir terminé les tâches ménagères, elle s'installait sur le canapé et y restait des heures à regarder la télévision. Avec le recul, je pense qu'elle souffrait de dépression. Elle ne se levait presque jamais, sauf pour aller aux toilettes, et ne se préoccupait même pas de savoir si j'avais déjeuné après l'école. Mon établissement se trouvait à seulement un pâté de maison, alors les mères de mes camarades organisaient souvent les trajets ensemble. Pendant ce temps, ma mère ne quittait pas son canapé jusqu'à l'heure du dîner. Même en faisant de son mieux, elle n'était pas une bonne cuisinière. Ses plats étaient parfois trop salés, parfois complètement fades. Mon père détestait cela autant que moi, et c'était souvent le déclencheur de leurs disputes. Lorsqu'il achetait de la nourriture à emporter, ce qui n'était pas fréquent, mais arrivait de temps en temps, ma mère s'emportait, affirmant qu'elle cuisinait bien mieux que ces gens de restaurant, sales, et qu'il gaspillait son argent. Cela dégénérait ensuite en insultes visant les familles respectives et les frustrations personnelles. Mon père lui reprochait de rester avachi sur le canapé toute la journée, tandis qu'elle le rabaissait sur son manque de revenus. Voilà ce à quoi ressemblait mon enfance, jusqu'à leur séparation. Étrangement, j'ai accueilli leur divorce avec soulagement. Je n'ai montré aucune émotion lorsqu'ils me l'ont annoncé un soir, pendant le dîner. Ce détachement a mis ma mère hors d'elle. Elle m'a accusé d'être un monstre sans cœur. Lorsque je lui ai répondu que j'étais simplement soulagée de les voir se séparer, elle s'est mise à hurler, me traitant d'égoïste comme mon père, prétendant que je ne me souciais pas d'elle. Elle a crié que personne dans la famille ne l'aimait ni ne la respectait, et qu'elle en avait assez de nous tous. Ces reproches étaient si soudains que je ne comprenais pas pourquoi elle me les adressait à moi. Durant la procédure de divorce et le conflit pour la garde, ma mère a finalement été soumise à une évaluation psychologique, en raison de sa forte instabilité émotionnelle. Elle a été diagnostiquée comme souffrant de troubles bipolaires et de dépression. Le tribunal l'a jugée inapte à assumer son rôle parental, et mon père a obtenu la garde exclusive. Le juge a néanmoins précisé que si, un jour, elle suivait un traitement adapté et retrouvait une stabilité professionnelle, elle pourrait prétendre récupérer la garde. En attendant, mon père serait seul responsable de moi. Nous avons déménagé dans un petit appartement près de son travail, ce qui m'a obligé à prendre le bus scolaire, l'école étant désormais trop éloignée. Le quartier n'était pas agréable, et nos voisins étaient bruyants. Mon père me rassurait en me promettant que cette situation n'était que temporaire. Il a accepté de faire des heures supplémentaires afin de m'offrir une vie meilleure. Et, fidèle à sa promesse, nous avons déménagé 1 an plus tard dans un quartier bien plus agréable. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Stéphanie, ma future belle-mère. Stéphanie, ou Steph comme elle aimait qu'on l'appelle, était notre voisine et possédait 2 chiens que j'adorais. Chaque fois qu'elle rendait visite à mon père, j'étais heureux de pouvoir jouer avec eux. Progressivement, je voyais leur relation se renforcer. Elle se montrait polie avec moi et évitait de s'imposer. Cependant, tout a changé lorsqu'elle a commencé à passer la nuit chez nous. Elle a alors commencé à critiquer mes habitudes, remettant en question pourquoi je regardais la télévision après avoir terminé mes devoirs, pourquoi je n'aidais pas mon père à faire la vaisselle, ou encore pourquoi je ne préparais pas mes repas moi-même. Pourtant, je n'avais que 8 ans. Même si l'autonomie est importante, j'étais bien trop jeune. Je peinais même à atteindre le plan de travail de la cuisine. Malgré cela, elle m'obligeait à laver ma vaisselle et criait dès que j'oubliais. J'aurais souhaité que mon père remarque ces signaux d'alerte. Mais il semblait aveuglé par l'amour, sans doute parce qu'il avait souffert de solitude trop longtemps. Lorsque Stéphanie a définitivement emménagé avec ses chiens, elle a exigé que je quitte ma chambre pour qu'il puisse l'occuper. Mon père et moi étions stupéfaits. Il a tenté de lui expliquer qu'il n'y avait aucune raison pour que les chiens ne dorment pas dans le salon ou même dans leur propre chambre. Mais elle a insisté, affirmant que ces animaux avaient toujours eu leur propre pièce. Elle m'a proposé d'occuper le placard sous l'escalier, comme si c'était une idée amusante. Terrifiée par cet espace sombre, j'ai éclaté en sanglots.
Mon père et elle se sont disputés violemment, au point qu'elle a menacé de partir. Heureusement, mon père a tenu bon et a refusé son exigence. Finalement, ils ont trouvé un compromis lorsqu'il a proposé de construire une niche dans le jardin. Stéphanie a accepté, mais elle m'en a tenu rigueur. Elle m'interdisait désormais de jouer avec ses chiens et me criait dessus, même lorsque ce sont eux qui venaient vers moi. J'ai remarqué qu'elle avait cessé de travailler dès son emménagement. Je ne sais pas si elle et mon père en avaient discuté, mais elle ne semblait plus avoir d'emploi. Elle passait ses journées à critiquer mon comportement ou à chercher le moindre prétexte pour s'en plaindre. J'avais l'impression qu'elle me considérait comme un fardeau indésirable dans la vie de mon père. Elle me posait sans cesse des questions sur ma mère, pourquoi elle m'avait abandonnée, pourquoi je ne vivais pas avec elle à la place. Pourtant, ma mère ne m'avait jamais recontacté depuis le divorce, et je n'avais absolument aucune envie de renouer avec elle. Peu à peu, Stéphanie cherchait de plus en plus de prétextes pour se plaindre de moi auprès de mon père. Elle critiquait ma manière de ranger ma chambre si cela ne correspondait pas à ses standards, ou bien le fait que je rentre un peu trop tard les week-ends après avoir vu mes amis du quartier. À chaque fois que mon père et moi allions voir un film Disney, parce qu'il savait combien j'aimais cela, Stéphanie s'invitait systématiquement, puis tentait de convaincre mon père d'acheter des billets pour un autre film à la caisse. Il ne cédait jamais, ce qui, j'imagine, l'agaçait encore davantage. Si vous vous demandez pourquoi mon père restait avec une femme pareille, c'est parce qu'en dehors des tensions qu'elle avait avec moi, leur relation semblait stable et affectueuse. Ils formaient un couple apparemment solide. Je n'ai jamais compris ce qu'elle trouvait à redire chez moi, mais quelque chose chez ma personne la dérangeait profondément. Lorsque j'ai eu 11 ans, elle m'a reproché d'être trop calme, trop introvertie pour mon âge. Elle se plaignait de ma discrétion, comme si elle en avait honte, et racontait régulièrement ses souvenirs de jeunesse, insistant sur le fait qu'elle était très populaire parce qu'elle avait été pom-pom girl. Elle s'agaçait aussi de me voir dormir trop longtemps le week-end, ou de ne pas l'aider suffisamment à la maison. J'ai pourtant fait des efforts, je mettais mon réveil plus tôt pour ne pas être en retard à l'école, je me levais également les week-ends pour laver la vaisselle, promener ses chiens ou l'aider dans n'importe quelle tâche. Mais quoi que je fasse, elle trouvait toujours matière à me critiquer. Ces remarques négatives ont fini par m'affecter profondément, au point où je me sentais anxieuse rien qu'à l'idée d'être en sa présence. Pour vous donner une idée de l'impact qu'elle avait sur moi, à mes pires moments d'anxiété, la voix dans ma tête prenait la sienne. C'était devenu insupportable. Un jour, elle m'a accusée d'être égoïste, simplement parce que j'avais mangé trop de nourriture pendant un barbecue familial. Elle avait invité ses parents et d'autres membres de sa famille, et j'étais rentrée après avoir joué au basketball avec mes amis. Comme n'importe quel adolescent affamé, j'avais pris une bonne portion. Elle m'a alors prise à part et m'a dit que c'était égoïste de manger autant, car la nourriture n'était pas destinée à moi. J'ai simplement répondu que c'était mon père qui avait tout acheté, mais elle a commencé à me murmurer avec colère que je me comportais comme une mauvaise belle-fille et que je l'embarrassais devant sa famille. Plus je grandissais, plus Stéphanie me donnait des tâches. Même après une journée entière passée sur mes devoirs, elle exigeait que je cuisine tous les mercredis pour nous trois. Chaque jour, je devais sortir les poubelles, et elle m'assignait également le nettoyage de la cuisinière. Même lorsque je faisais tout ce qu'elle demandait, elle trouvait à redire, prétendant que je ne savais pas nettoyer correctement. Pourtant, lorsque c'était elle qui faisait le ménage, elle négligeait les mêmes choses. Quand j'ai commencé à suivre des cours de natation, elle s'est empressée de dire que je gaspillais l'argent de mon père et que j'étais une enfant pourri gâtée. Elle lui répétait sans cesse que cet argent pourrait être mieux utilisé. Un jour, ses chiens sont tombés malades, et elle a demandé à mon père de payer les frais du vétérinaire. Elle lui a dit que s'il avait les moyens de financer mes « stupides » leçons de natation, alors il pouvait très bien couvrir les soins de ses chiens. Mon père a refusé, et elle a dû emprunter de l'argent à ses parents. Lorsque j'ai eu 13 ans, mon père et Stéphanie m'ont annoncé qu'ils attendaient un enfant. Ce fut un choc pour moi, mais je semblais euphorique. Mon père m'a raconté que c'était Stéphanie qui lui avait demandé de l'épouser, et qu'il prévoyait de se marier avant la naissance, car c'était la bonne chose à faire. Je me souviens de m'être sentie totalement vide à l'intérieur. J'aurais voulu hurler contre mon père, lui dire qu'il s'engageait une fois de plus dans un mariage désastreux. Mais que pouvais-je faire, à 13 ans? Ils ont célébré un mariage civil, en toute simplicité, avec ses parents et moi comme témoins. Pour leur lune de miel, Stéphanie a exigé que mon père l'emmène au lac Tao. Je suis donc restée une semaine chez ses parents. Ceux-ci étaient tout aussi désagréables qu'elle. Il me posait des questions indiscrètes sur ma mère, insinuant que je devais être aussi détraquée qu'elle à cause de ses troubles mentaux, et que je devrais me sentir chanceuse que Stéphanie ait accepté d'épouser mon père malgré la présence d'une fille comme moi.
Ils m'ont fait sentir inférieure, comme si je ne valais rien. Quelques mois plus tard, Stéphanie a donné naissance à un garçon. Dès que j'ai posé les yeux sur Paul, j'ai su qu'il était mon frère. Je n'ai jamais ressenti de jalousie ni de rancune à son égard. En tant qu'enfant unique, j'avais longtemps souffert de solitude, alors avoir un petit frère m'a semblé comme une bénédiction. Paul est né prématuré, et mon père m'a expliqué qu'il souffrait de coliques, ce qui le faisait pleurer une grande partie de la nuit. Mon père s'occupait de lui jusqu'au matin, puis Stéphanie prenait le relais. Mais dès que je rentrais de l'école, elle me confiait le bébé sans me demander mon avis. Elle attendait de moi que je le nourrisse, que je change sa couche s'il pleurait. Je comprenais qu'ils étaient épuisés, mais elle me traitait comme une baby-sitter, exigeant que je m'occupe de lui, même lorsque j'avais des devoirs à faire ou que j'avais prévu de voir des amis. Si je voulais aller au cinéma ou faire une randonnée avec mes amis, elle me reprochait d'être égoïste, et me rappelait que je devais aider la famille. Mon père, lui, ne s'est jamais comporté ainsi. Au contraire, il m'encourageait à vivre ma vie normalement. Un jour, alors qu'il était parti en déplacement professionnel pour 3 jours, ma situation avec Stéphanie s'est empirée. Elle attendait de moi que je m'occupe de Paul même la nuit, et me criait dessus s'il pleurait trop. Elle me disait qu'en tant que femme, je devais apprendre à m'occuper d'un enfant, car sinon aucun homme ne voudrait jamais m'épouser. Elle m'apprit à chauffer le lait, à en vérifier la température, à faire rôter le bébé, à le laver. Et si Paul pleurait, elle me criait de venir le voir, comme si j'étais sa mère, pas elle. Lorsque mon père est revenu, j'ai craqué. Je lui ai tout raconté, car j'étais épuisée, physiquement et mentalement. Ils ont eu une énorme dispute, et il a averti Stéphanie de ne plus me parentifier, précisant que s'il fallait davantage l'aider, il le ferait lui-même. Elle n'a pas apprécié. Elle lui a alors dit qu'elle n'aimait pas être mère, que ce rôle n'était pas pour elle. Puis elle a fait ses valises et est partie. Mon père a passé plusieurs semaines à la supplier de revenir. Il avait dû prendre un congé pour s'occuper de Paul. Les parents de Stéphanie l'ont également réprimandé pour avoir pris ma défense. Ils lui ont dit que dans toutes les familles, on attend de l'aîné qu'il aide la mère avec les plus jeunes, et que cela faisait partie des traditions. Je ne sais pas si mon père était épuisé ou s'il s'était simplement résigné, mais lorsqu'elle est finalement revenue, il n'a plus rien dit. Et elle a recommencé. Elle faisait dormir Paul dans ma chambre pour ne pas être dérangée la nuit. Si j'avais prévu de sortir avec des amis ou mon petit ami, elle m'obligeait à annuler, ou menaçait de me confisquer mon téléphone. Dès que Paul a commencé à ramper, elle exigeait que je sécurise ma chambre pour qu'il ne se blesse pas. Je crois que, pour la première fois, j'ai commencé à en vouloir à mon père. Car, à travers tout cela, il ne me défendait plus. Mon père a laissé tout cela passer, uniquement pour préserver son mariage. Il rentrait volontairement tard du travail pour ne pas avoir à m'entendre me plaindre de Stéphanie. De son côté, elle sortait régulièrement boire avec ses amis au bar et revenait ivre, parfois même incapable de rejoindre la chambre avant de s'effondrer. Je savais que je devais travailler dur si je voulais un jour quitter cette maison et obtenir un semblant d'indépendance. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai baissé la tête et me suis concentrée sur mes études. J'ai veillé à ce que mes résultats soient excellents et, en secret, j'ai commencé à chercher des universités aussi éloignées que possible. Lorsque j'ai enfin été acceptée dans une bonne université grâce à une bourse, j'en ai informé mon père. Il était fier de moi, heureux que j'aie tout accompli seule. Mais Stéphanie, elle, ne l'était pas du tout. Elle m'a accusée d'avoir délibérément choisi une université à des centaines de kilomètres pour fuir. Je n'ai pas répondu à ces accusations. Alors elle s'est mise à hurler, me reprochant de ne pas avoir choisi un établissement plus proche et affirmant que la famille passait avant l'éducation. J'ai refusé de céder et j'ai déménagé dans ma résidence universitaire, aidée par mon petit ami. Depuis ce jour, mes contacts avec Stéphanie et mon père ont diminué de manière significative. Stéphanie a complètement cessé de m'adresser la parole, furieuse que je parte et que je ne l'aide plus avec Paul. Quant à mon père, il était épuisé de jouer le rôle d'intermédiaire entre nous deux. Je me suis plongée dans mes études et me suis fait de nouveaux amis. En 2e année, un soir, mon père a tenté de m'appeler 23 fois. J'étais sortie avec des amis, mon téléphone était en mode silencieux, je n'ai rien vu. En rentrant, j'ai immédiatement rappelé. Il a décroché, à travers le combiné, j'ai entendu des cris et des bruits de verres brisés. Inquiète, je lui ai demandé s'il allait bien. Il avait la voix étranglée. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, il m'a annoncé qu'il avait un cancer de l'estomac. Je n'y ai pas cru tout de suite. Je lui ai demandé 3 fois de me le confirmer.
Quand la réalité m'a frappée, j'ai eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Mon père m'a expliqué que Stéphanie avait complètement paniqué en apprenant la nouvelle. Elle l'avait menacé de le quitter, affirmant qu'elle ne pouvait pas vivre avec un homme en phase terminale. J'étais hors de moi. Je lui ai demandé pourquoi elle avait dit une telle horreur, et il m'a répondu qu'elle répétait qu'elle ne s'était jamais imaginé finir sa vie ainsi, qu'elle voulait autre chose. Je crois que la pire peur d'un enfant est de voir ses parents mourir. Je ne voulais pas rester loin de lui, alors j'ai décidé de prendre quelques jours pour rentrer à la maison. J'ai parlé à mes professeurs, la plupart ont compris ma situation tant que je rendais mes devoirs. En arrivant chez lui, j'ai découvert que Stéphanie était effectivement partie, comme elle l'avait menacée. Mais le pire, c'est qu'elle avait aussi laissé Paul. Abandonner son propre enfant entre les mains d'un homme malade. C'était impensable. Paul semblait terrifié. Je l'ai pris dans mes bras et lui ai offert des biscuits pendant que je discutais avec mon père. Il ne cessait de répéter que Stéphanie lui avait dit qu'elle ne voulait pas vivre avec un homme mourant. Mais ce qui me révoltait le plus, c'était qu'elle ait abandonné son fils de 6 ans, comme si de rien n'était. Je savais, pour l'avoir vécu à cet âge, à quel point cela bouleversait une vie. Je ne comprenais pas pourquoi elle n'avait pas emmené Paul avec elle, si elle voulait vraiment quitter mon père. J'étais persuadée que ce n'était pas seulement à cause du cancer. Elle n'aimait pas être mère, et maintenant, elle avait une excuse toute trouvée pour abandonner son enfant. J'ai essayé de la joindre, ainsi que ses parents, à plusieurs reprises. Aucun ne répondait. J'aurais pu me rendre chez eux, mais je ne voulais pas perdre le peu de temps précieux qu'il me restait avec mon père. Je voulais passer chaque instant avec lui. Et honnêtement, j'aimais aussi passer du temps avec Paul. Je me suis occupée de lui et de mon père pendant plusieurs semaines. J'accompagnais mon père à tous ses rendez-vous de chimiothérapie. Mais comme je devais reprendre mes cours, j'ai pris la décision difficile de le faire admettre dans un centre spécialisé où il serait surveillé 24 heures sur 24. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai donc conduit Paul chez les parents de Stéphanie, ne sachant pas quoi faire d'autre. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, ils semblaient surpris de me voir avec l'enfant. Je leur ai expliqué la situation, furieuse, leur reprochant que leur fille ait abandonné Paul et mon père sans la moindre explication. Ils étaient réticents, mais j'ai insisté, haussé le ton, et c'est alors que Stéphanie est finalement sortie de sa chambre. J'étais choquée de la voir là, vivante, alors qu'elle ignorait tous mes appels. Elle m'a demandé d'arrêter de crier sur ses parents et m'a menacé d'appeler la police. Je jure que si Paul n'avait pas été présent, je lui aurais sauté à la gorge. Je lui ai dit, les yeux dans les yeux, que peu m'importaient ses raisons pour quitter mon père, mais qu'elle devait au moins assumer son rôle de mère. Elle a commencé à refuser, affirmant que Paul était mon frère, que je devais m'en occuper, surtout que je prenais déjà soin de mon père. J'ai inspiré profondément pour me calmer, puis je lui ai expliqué que mon père avait été admis dans un centre de traitement et que je devais retourner à l'université. Si elle ne voulait pas que j'appelle les services de protection de l'enfance, elle devait récupérer son fils. Je l'ai embrassé une dernière fois, le cœur brisé, mais je n'avais pas d'autre solution. Je suis retournée à l'université et j'ai essayé de me concentrer sur mes études du mieux que je pouvais. J'espérais décrocher un bon emploi pour pouvoir aider financièrement mon père s'il s'en sortait, et Paul, si nécessaire. C'est dur à écrire, mais malheureusement, mon père n'a pas survécu longtemps. Il me disait chaque jour qu'il se sentait mieux, mais la réalité était tout autre. Pendant toute cette période, Stéphanie n'a jamais cherché à le contacter, ni même à permettre à Paul de lui rendre visite. J'ai tenté de l'appeler, sans succès. Comme toujours, elle m'ignorait comme si je n'étais rien. 2 mois plus tard, les médecins m'ont appelé pour m'annoncer qu'il était décédé dans son sommeil, tôt le matin. J'ai dû rentrer pour organiser les funérailles. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie complètement seule. Durant la cérémonie, Paul est venu accompagné des parents de Stéphanie. Elle, bien entendu, n'était pas là. En me voyant, Paul a couru vers moi et m'a serré fort dans ses bras. J'ai éclaté en sanglots sur ses petites épaules, car il était littéralement tout ce qui me restait au monde. Après l'enterrement, ses grands-parents m'ont dit que Stéphanie était partie ce matin-là. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient dire. Ils m'ont alors avoué qu'ils avaient récemment découvert que Stéphanie avait une liaison avec un de ses anciens petits amis depuis des mois, bien avant la maladie de mon père. Ils m'ont expliqué qu'elle avait voulu quitter mon père depuis longtemps, dès qu'elle avait compris que la maternité n'était pas faite pour elle. Le cancer lui avait simplement donné une excuse pour le faire. J'ai demandé pourquoi ils me disaient tout cela maintenant, au lieu d'avoir empêché leur fille d'agir ainsi. Mais ils ont continué, m'avouant que Stéphanie ne voulait plus de Paul et qu'ils souhaitaient que je le prenne en charge.
Je les ai regardés, abasourdis, encore engloutis par la douleur de la perte de mon père. Ils ont tenté de s'excuser, précisant qu'ils pouvaient garder Paul de temps à autre, mais que leur âge et leurs problèmes de santé les empêchaient de le prendre à plein temps. Ils voulaient que je m'en occupe. J'ai catégoriquement refusé. J'ai insisté pour que nous appelions immédiatement la police et les services de protection de l'enfance. Mais ils m'ont dit que cela n'aboutirait probablement à rien, et que Paul pourrait finir dans le système. Ils ont essayé de me faire culpabiliser, en me disant que j'étais tout ce qu'il lui restait, la seule à pouvoir l'aider. Peut-être était-ce le vide laissé par la disparition de mon père, mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas l'abandonner. Alors, le jour même où j'ai perdu mon père, j'ai compris que je devrais commencer à m'occuper de mon demi-frère. J'aimerais pouvoir dire que cela a été facile. Mais ce ne l'était pas. J'ai dû prendre une année de césure à l'université, car il m'était impossible de tout gérer en même temps. Mes professeurs étaient déçus, car j'étais une excellente élève, mais tous ont compris ma situation. Heureusement, mon père m'avait tout légué. J'ai travaillé à vendre sa maison et sa voiture, afin d'avoir les ressources nécessaires pour subvenir à nos besoins, à Paul et à moi. Mon seul souhait, à ce moment-là, c'était de quitter cette ville à jamais. J'ai décidé que Paul viendrait avec moi. Il était triste de quitter ses amis, mais aussi enthousiaste à l'idée de découvrir une nouvelle ville à mes côtés. Paul me faisait une confiance absolue, et il savait que je prendrais soin de lui quoi qu'il arrive. Les parents de Stéphanie ne se sont pas souciés une seule seconde de notre départ. Paul et moi avons emménagé dans un petit appartement en location, près de mon campus universitaire. Je l'ai inscrit dans une école voisine. J'aimerais pouvoir écrire que les 3 années suivantes ont été simples, mais ce ne fut pas le cas. Pendant ces 3 années, j'ai jonglé entre mes responsabilités d'étudiante et celles de tutrice légale. C'était un équilibre difficile à trouver entre les cours, le travail et l'éducation d'un enfant. Mais voir Paul s'épanouir et grandir faisait que chaque effort en valait la peine. J'ai entamé les démarches pour devenir officiellement sa tutrice légale. Sa mère l'avait abandonné, ses grands-parents étaient trop âgés et malades, il n'y avait donc aucun doute sur le fait que je devais être désignée comme sa représentante légale. J'avais déjà tout fait pour lui offrir une vie stable et aimante. C'était donc la suite logique. Le processus fut long, avec beaucoup de papiers et de consultations juridiques, mais j'étais déterminée à le faire, pour Paul. Finalement, j'ai obtenu la tutelle légale. Malgré les épreuves, notre petit appartement a fini par devenir un vrai foyer. Paul s'est bien adapté à sa nouvelle école, il s'est fait des amis et excellait dans ses études. De mon côté, je continuais à travailler dur, sachant que tous mes efforts étaient pour lui et pour son avenir. Le temps a passé. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai trouvé un bon emploi, ce qui m'a permis de nous installer dans un meilleur quartier en ville. Paul est devenu un enfant épanoui, confiant, joyeux, et je ne pourrais pas être plus fière du jeune homme qu'il est en train de devenir. Il lui arrive de parler de Stéphanie, parfois. Mais il sait que c'est moi sa vraie famille. Nous parlons souvent de papa, car je veux qu'il garde son souvenir vivant. Il y a une semaine, j'ai reçu un appel des parents de Stéphanie. Ils appelaient de temps à autre pour prendre des nouvelles de Paul, donc je ne me suis douté de rien. Mais à ma grande surprise, c'était Stéphanie elle-même qui était au bout du fil. Elle a commencé par me demander où j'étais, pourquoi j'avais vendu la maison de mon père. Elle exigeait de savoir où j'habitais, et si Paul vivait avec moi. Je lui ai répondu calmement que oui, Paul vivait bien avec moi, car je ne l'aurais jamais abandonné comme elle l'avait fait. Et qu'elle n'avait aucun droit de s'approcher de lui. Stéphanie a alors affirmé qu'elle savait que j'étais la tutrice légale de Paul, mais que cela ne l'empêchait pas, en tant que mère biologique, de vouloir savoir où il était. Elle m'a menacé d'aller voir la police si je refusais de lui dire. J'ai éclaté de rire. Je lui ai expliqué posément qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais que, puisque le tribunal m'avait confié la garde de Paul, je n'hésiterais pas à demander une ordonnance restrictive contre elle si nécessaire. Je lui ai dit qu'elle était la pire des mères, qu'elle avait abandonné son propre fils, et que, si je ne l'avais pas tant aimé, Dieu seul savait où il aurait fini. Sa voix s'est brisée et elle a fondu en larmes. Elle m'a dit qu'elle regrettait tout, mais qu'elle traversait aussi un deuil, et que je ne devais pas lui en vouloir. Je lui ai simplement demandé de ne plus jamais me rappeler. Ni moi, ni Paul ne souhaitions avoir le moindre lien avec elle. Puis, j'ai raccroché. Après cet appel, je me suis sentie traversée par un mélange de colère, de tristesse et de soulagement. Colère envers Stéphanie, pour tout le mal qu'elle avait causé, pour avoir détruit notre équilibre familial. Tristesse, en pensant à mon père et à toutes les difficultés que nous avions traversées. Et soulagement,
parce que malgré tout cela, Paul et moi avions réussi à nous reconstruire. Depuis cet échange, un sentiment de culpabilité me hante parfois. Je me demande si d'autres personnes ont vécu une situation similaire. Qu'ont-elles fait? Est-ce que je suis en tort de tenir Paul éloigné de sa mère biologique? Mise à jour 1. Lorsque j'ai publié ce témoignage, je ne m'attendais absolument pas à recevoir des milliers de commentaires. Merci à vous tous pour vos suggestions et vos messages. Cela m'a profondément touché de lire les histoires d'autres personnes qui, comme moi, sont l'aîné ou l'aînée de leur fratrie, et qui ont affronté des défis similaires. Vos témoignages m'ont fait me sentir comprise, entendue, et je vous suis reconnaissante à chacun d'avoir pris le temps de me répondre. J'ai pris le temps de lire vos avis, et je suis soulagée de voir que la majorité d'entre vous est d'accord pour dire que je dois continuer à protéger Paul de Stéphanie. J'ai également décidé de commencer à documenter toutes nos conversations, au cas où elle déciderait un jour d'impliquer la police ou qu'un différend légal surgirait, même si je sais qu'elle n'a aucune base juridique. J'ai aussi eu une discussion honnête avec Paul au sujet de l'appel de sa mère. Je lui ai expliqué que Stéphanie m'avait contacté, qu'elle demandait de ses nouvelles, et que, s'il le souhaitait, il était libre de lui parler. Mais Paul a catégoriquement refusé. Il m'a dit qu'il comprenait pourquoi je l'avais tenu éloigné d'elle, et qu'il ne voulait aucun contact. Il m'a confié qu'il se sentait aimé et en sécurité avec moi, et que cela lui suffisait amplement. J'ai respecté son choix et je lui ai promis que je continuerai à faire passer son bien-être avant tout. Je me suis également assurée de lui rappeler qu'il n'était en aucun cas responsable des actes de Stéphanie, et qu'il méritait tout l'amour et le bonheur du monde. Mise à jour 2. Je suis désolée pour ce retard, beaucoup d'entre vous m'ont demandé des nouvelles, alors les voici. Voici l'email que j'ai envoyé à Stéphanie et à ses parents à propos de Paul, comme certains d'entre vous me l'avaient conseillé. Objet, situation de Paul. Bonjour Stéphanie. Je t'écris pour t'informer de la situation actuelle de Paul et de son bien-être, suite à l'appel que tu m'as passé à cette date. Comme tu le sais probablement, j'ai été officiellement désignée tutrice légale de Paul, après avoir pris soin de lui ces 3 dernières années, depuis le jour où tu l'as abandonné, et où tes parents ont refusé de s'en occuper. J'ai assumé la responsabilité complète de subvenir à ses besoins, de garantir sa sécurité, son bonheur et son épanouissement. Paul vit actuellement avec moi dans cette ville, où je l'ai inscrit dans une école à proximité. Il s'épanouit tant sur le plan scolaire que social, il s'est fait des amis et s'adapte parfaitement à son nouvel environnement. Je tiens à t'assurer qu'il est entre de bonnes mains et qu'il reçoit tout l'amour et l'attention qu'il mérite. Je comprends que tu puisses avoir des questions ou des préoccupations à propos de son éducation. Cependant, étant donné que tu as quitté sa vie le jour même où notre père est décédé, sans fournir la moindre explication, je considère que tu as perdu le droit de réclamer des nouvelles. Je reste ouverte à maintenir un lien uniquement avec ses grands-parents, pour le bien de Paul, car je dois avant tout garantir sa sécurité et sa stabilité. Je te demande donc de ne plus nous déranger à l'avenir. Merci de ta compréhension et de ta coopération. J'espère qu'après cet email, tu nous laisseras, Paul et moi, tranquilles. Mise à jour 3. Cela fait maintenant 6 mois depuis ma dernière mise à jour, et je voulais rassurer tout le monde, Paul est toujours avec moi. Comme on pouvait s'y attendre, Stéphanie n'a rien tenté après mon email. Ses parents m'ont appelé pour m'informer qu'elle était, une fois de plus, partie. Ils m'ont aussi expliqué pourquoi elle m'avait soudainement contacté. Il s'avère que l'ex-petite amie pour qui elle nous avait quitté l'a laissé tomber et est désormais fiancée à une autre femme. Fidèle à elle-même, Stéphanie a cru qu'elle pouvait tout simplement revenir dans nos vies comme si de rien n'était. Ses parents m'ont assuré qu'elle ne chercherait jamais à engager une procédure légale, étant donné qu'elle avait clairement abandonné son propre fils. Ils m'ont aussi confié qu'il en avait assez de son comportement. Ils m'ont dit qu'ils soutiendraient ma décision et continueraient à prendre des nouvelles de Paul de temps à autre. D'ailleurs, Paul va très bien à l'école. Il a récemment fêté son anniversaire entouré de ses amis, et il a commencé à apprendre le roller. De mon côté, je travaille dur pour que rien ne lui manque, et pour qu'il ait toutes les chances de réussir dans la vie. Ce n'est pas toujours facile, mais voir son sourire et entendre ses éclats de rire rend chaque difficulté supportable.